Il peut se passer plein de choses pendant qu'on jeûne. Il y a des personnes pour qui il y a déjà un regain d'énergie en effet pendant le jeûne, et puis d'autres personnes pour qui ça viendra après. Alors, moi, ce que je propose maintenant, c'est qu'on fasse un petit tour de table pour se rappeler, déjà pour faire un peu plus connaissance, et puis pour savoir où vous en êtes par rapport à ce jeûne, qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ce jeûne, puis si c'est votre première fois ou votre xème fois, on va dire. Et puis où vous en êtes aussi par rapport à la préparation que vous avez pu faire avant, et si vous avez commencé à jeûner seulement aujourd'hui ou il y a déjà quelques jours. Donc, c'est mon premier jeûne. ouais. Qu'est-ce que tu as décidé? J'ai envie de faire une coupure, de vivre un petit peu différemment. Et puis j'approche gentiment de la retraite. Et puis forcément que j'y réfléchis un peu. Ouais. Et puis le but, c'est aussi de me maintenir dans la meilleure santé possible, quoi. Nathalie? Oui, alors ça c'est mon premier jeûne. Puis pourquoi jeûne? C'est un petit peu comme tout le monde, c'est vraiment la santé, purifier. Je suis vraiment bien positive, j'ai lu, je me suis un peu documentée et puis je me suis préparée, donc voilà. Isabelle encadre et reçoit des jeûneurs chez elle en Gruyère depuis une dizaine d'années. Car jeûner, ça ne s'improvise pas. Les jours précédents, il faut bien se préparer avec une diminution progressive de la nourriture. La reprise de l'alimentation doit elle aussi être très lente et maîtrisée. Le jeûne est sorti du cadre religieux pour devenir une pratique de bien-être. C'est des personnes qui souvent sont intéressées par la prévention, ou bien ont déjà des petits bobos ou des petits soucis de santé selon leur âge, pas forcément importants, mais qui commencent à les embêter dans la vie de tous les jours, et puis qui se disent qu'il y a des alternatives, des choses facilement accessibles de façon naturelle, des alternatives à la médecine traditionnelle ou des compléments par rapport à la médecine traditionnelle, donc ils s'intéressent à ce genre de sujet. Je pense qu'ils sont un petit peu aventuriers à quelque part quand même, parce que c'est pas tout le monde qui jeûne, donc c'est quand même sortir de sa zone de confort aussi. Donc c'est des gens qui ont envie d'aller voir plus loin que la norme. Dans une société où les repas rythment journée et vie sociale, choisir l'abstinence, c'est souvent s'exposer à l'incompréhension. Sur les 4 jeûneurs qui débutent leur stage ce jour-là, Nathalie est la seule qui a accepté de témoigner à visage découvert. C'est très difficile d'en parler parce que la première chose, c'est souvent, c'est « Ah, moi, je pourrais pas ». On me dit « Mais non, mais moi, j'ai besoin de manger, mon corps me réclame, je pourrais tout simplement pas. Mais qu'est-ce que ça va t'amener? Pourquoi arrêter de manger? Ça n'a pas de sens. » C'est pas facile, hein, le regard des autres. Mon mari me pose beaucoup de questions, mais me taquine beaucoup, voilà. Cette réticence à parler du jeûne nous a surpris. D'autant plus que dans certains pays voisins de la Suisse, la pratique est entrée dans les mœurs depuis longtemps. Ah ben non, il y en a quelques-unes là, tiens. One by one. Hope to see you tomorrow morning, okay? Good evening, sir. Yeah, just... Of course. En Allemagne, par exemple, la clinique Boehringer est connue pour ses jeûnes thérapeutiques. Depuis les années 50, on vient ici du monde entier pour se mettre à la diète, sans complexe. Moi, je suis venu pour 2-3 raisons. 1, perdre un peu de poids. 2, me remettre un peu en forme. Réapprendre à marcher, réapprendre à respirer. Et, voilà. Et puis m'ouvrir un peu les idées. Alors, pendant ce qu'ils appellent le fasting, là, le jeûne, c'est ce à quoi on a droit alors ça dépend. Moi, j'ai pris 6 jours. Et donc, c'est soit un jus de fruits, soit une soupe. Pendant la durée du jeûne. Le matin, vous avez droit à un thé ou quelque chose qui ressemble à un thé. Et puis midi et soir, c'est ça. So, how do you feel with I'm fasting? fine, thank you, doctor. And you drink enough? Not enough. Not enough. I have to drink 2 or 3 liters per day, no? Yeah, because Les jeûnes proposés ici durent 6 à 21 jours. Les patients sont rassurés d'entrée. Il est en général possible de vivre un certain temps sans manger, sans risque pour la santé.
Ils sont aussi évalués, car dans de rares cas, le jeûne est absolument proscrit. For example, anorexia, when people have eating Par exemple, disorders, l'anorexie. then En cas de trouble alimentaire, on ne doit pas jeûner. Mais une personne qui pèse 70 kg pour 1,70 m, elle peut jeûner jusqu'à 40 jours. Bien sûr, il faut boire de l'eau, mais nos stocks de graisse et glucides seront amplement suffisants. Donc juste de l'eau pour 40 jours et nos réserves d'énergie. Voilà comment nous avons survécu. Thank you, doctor. So I wish you a pleasant day. Il faut manger pour vivre, c'est une évidence. Et pourtant, notre organisme a bien dû s'adapter aux nombreuses périodes de disette auxquelles il a dû faire face pendant des millénaires. Voici comment notre corps fonctionne en situation habituelle, c'est-à-dire quand on se nourrit normalement. Glucides, protéines et lipides sont nos trois principaux carburants. Notre corps consomme essentiellement des glucides, c'est-à-dire des sucres qu'il pioche dans le sang ou alors dans le foie où ils sont stockés sous forme de glycogène. En situation de jeûne, durant les 24 premières heures, le corps épuise ses réserves de glucides. Les 3-4 jours suivants, l'organisme convertit les protéines des muscles en glucose en attendant de se mettre progressivement à utiliser une énergie alternative, les lipides. C'est le foie qui transforme nos réserves de graisse en petites molécules appelées corps cétoniques. On appelle cet état la cétose. Il convient très bien au cerveau. Le corps va ensuite de plus en plus épargner les protéines afin de ne pas trop abîmer les muscles. L'essentiel de son énergie provient alors des lipides. La cétose permet ainsi d'utiliser les graisses comme réservoir d'énergie. Le corps est intelligent, plus intelligent que tous les docteurs. Il prend ce qui n'est pas nécessaire et le décompose. Il prend la graisse abdominale qui est en trop et en fait quelque chose de neuf. L'histoire du jeûne thérapeutique en Europe est fortement liée à cette clinique et à son fondateur, le docteur Otto Boehringer. Ce médecin allemand souffrait d'une forme de rhumatisme qui le paralysait de douleur. Rien ne semblait le soulager. C'est un confrère qui lui conseille de jeûner, ce qu'il fait pendant 3 semaines et à sa grande surprise, il guérit. Pour ses patients, il met alors au point une diète thérapeutique à 250 calories par jour, un jeûne un peu moins contraignant qu'un régime strictement à l'eau. Anne-Françoise séjourne à la clinique tous les 2 ans environ. Une vacance régénérative qu'elle s'accorde depuis maintenant 45 ans. Prends un petit moment. Cette Suissesse était initialement venue avec l'espoir de soigner des problèmes digestifs. Bravo, vous avez encore perdu 300 grammes. C'est parfait. Voilà, ça va très bien. Bravo. Je me souviens bien de mon premier jeûne, qui était un peu de voyager dans l'inconnu. Le jeûne m'a beaucoup aidé pour régulariser ces dysfonctions, pour améliorer un état émotionnel et pour favoriser et découvrir une dimension spirituelle. Donc, ces 3 éléments qui forment un tout, comme un triptyque, et qui favorisent la prise en charge par soi-même de sa santé. Angela et Marc viennent eux de terminer leur toute première semaine de jeûne. Ils entrent aujourd'hui dans leur phase de réalimentation. Bon appétit, merci. Ça fait vraiment du bien de manger, hein. Quand même. Ouais, bon. Quand même. C'est vrai. Un peu à 8 jours. Un peu 8 jours, c'était bien. C'est Mais évident. c'est appréciable. Oui, mais on n'a de pas manger. senti la faim. Pas du On tout. n'a jamais senti la faim. On aurait pu continuer facilement. Encore 2-3 jours, on Très aurait facilement. pu le faire Moi, j'aurais facilement. pu. Moi, j'avais pas envie de remanger. Je voulais continuer encore. Ouais, un peu. Je me sentais tellement bien. Moi, j'ai perdu 8 kilos. Incroyable. En 8 jours. En 8 jours de jeûne, en tout, ouais. Oui. 1 kilo par jour. Ouais. Oui. Plus de tension Plus de artérielle tension. du tout. 12,4. 12-4. Et tu prends même plus les pilules. Il a même plus besoin de J'arrive prendre même les plus. pilules. Ouais. Pour la tension. Pour la tension. Et pourtant, rien ne prédestinait Marc au jeûne.
Moi, je voulais pas venir au début parce que j'aime bien manger. Je suis j'adore ça. On est de famille italienne, alors bon, on aime vraiment manger. Et puis c'était hors question que je reste 8 jours ou 12 jours sans manger. Et puis là, je suis convaincu. C'est sûr que l'année prochaine, je reviens. Ouais. Et je suis arrivé, j'étais malade, j'étais gris, j'étais vraiment très, très, très fatigué. Et le deuxième jour aussi, à partir du 3e jour, la vitalité, elle commence à venir. J'ai fait du sport, des randonnées, j'ai arrêté de fumer. Pour le moment. Moi, j'étais un peu nerveux les 2 premiers jours. Ouais. J'avais envie de... Bon, après, le 3e jour, on sent plus rien, on se sent très, très bien. Et de jour en jour, on se sent mieux. Jeûner, c'est aussi occuper tout ce temps libéré par l'absence de repas. Le corps puisant dans les protéines au début du jeûne, il est important de maintenir une activité physique pour préserver la masse musculaire. À l'image de Marc et Angela, quelques 3000 patients viennent séjourner ici chaque année. La plupart reviennent régulièrement. Une fidélité que Françoise Villelmi de Toledo, directrice médicale de la clinique, brandit comme une carte de visite. Il y a des gens qui viennent pour faire des vacances régénératives. Et puis vous avez toutes les maladies dites métaboliques, c'est-à-dire les personnes qui ont de l'excès de poids, qui ont trop de cholestérol, qui ont un tour de taille trop important, qui ont de l'hypertension, qui ont tous les facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires et pour les autres maladies aussi. Ça, c'est des gens qui jeûnent en général très très bien, parce qu'évidemment, ils corrigent tout. Au lieu d'avoir 10 pilules avec tous les effets secondaires, ils corrigent tout avec un séjour, disons, suffisamment long. Et puis vous avez tout le groupe des maladies dites inflammatoires. Les gens qui ont des problèmes articulaires, des douleurs de dos, des douleurs de rhumatisme, et toutes les maladies, disons, inflammatoires qui sont à la peau, les allergies, l'asthme, toutes ces choses s'améliorent avec un jeûne. Effet anti-inflammatoire, baisse du cholestérol, diminution de l'hypertension. Les promesses du jeûne sur l'organisme sont nombreuses. Pourtant, il n'est pas prescrit dans la médecine conventionnelle. La communauté scientifique lui reproche un manque d'études cliniques méthodologiquement solides. En leur absence, difficile de s'assurer que c'est bien le jeûne et non d'autres facteurs qui produisent les bénéfices observés. La médecine traditionnelle demande des études, des études et des études. Et tant qu'ils ne les ont pas, ils ne changent pas leur méthode. Il y a des recherches sur le sujet. Et j'en ai lu beaucoup, mais je suis un peu fatiguée par ces études dont la dernière phrase est toujours « il faut davantage d'études ». Étudier le jeûne, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas avoir de groupe de contrôle où l'on jeûne et l'autre non, et établir ainsi une relation exacte. On doit donc regarder les faits, et moi je constate que les personnes sont de bonne humeur, elles sont motivées, elles utilisent moins de médicaments. Forcément, ça va contre l'industrie. Même si notre organisme est fait pour supporter des périodes d'absence de nourriture, le corps médical est très prudent avant de recommander un jeûne à but thérapeutique. Il faut dire que la recherche médicale n'a pas été pensée pour évaluer des comportements, mais des médicaments. Impossible avec un jeûne de réaliser une étude contre placebo. L'origine des aliments qu'on ingère, ceux qu'on exclut, la quantité, le moment de la prise, tout ça joue un rôle. Face à cette complexité, on est loin de pouvoir donner des indications sur le type de jeûne ou la durée idéale. Grâce aux études conduites sur des animaux en laboratoire, on a déjà pas mal d'indications, mais pour progresser, il faut plus de tests sur des humains volontaires. Quand on s'intéresse aux jeunes, on rencontre très vite le nom de Walter Longo. Ce chercheur italien étudie les bienfaits du jeûne depuis de nombreuses années. Dans le monde médical, peu remettent en question le sérieux de sa démarche. Nous l'avons rencontré à Gênes, où des étudiants américains viennent d'arriver pour assister à ses cours. Walter Longo en profite pour leur montrer sa ville natale. Cet expert en longévité croit fermement que les recherches actuelles vont balayer les scepticismes qui entourent encore le jeûne. Ogni 50 anni più o meno
La mode du jeûne ressurgit environ chaque 50 ans. Et chaque 50 ans, elle disparaît. Pourquoi? Parce que la communauté médicale l'a toujours vue comme quelque chose de négatif. C'est la première fois dans l'histoire où, à la fois avec les études sur les animaux et les études cliniques, nous sommes peu à peu en train d'intégrer non pas le jeûne, mais des formes et des durées très particulières de jeûne dans la médecine. Si nous voulons que le jeûne fasse partie intégrante de nos soins et de notre optimisation de la longévité, il nous faut comprendre comment il fonctionne et l'appliquer de manière adéquate. Walter Longo étudie le fonctionnement du jeûne et ses effets sur l'organisme à Gênes et depuis le milieu des années 90 dans son laboratoire de Californie. Comme souvent, les premières observations se font sur des organismes simples. Au tout début, j'ai commencé avec des levures et des bactéries. Donc en 1993, j'ai fait ma première expérience où j'ai vu que, mises dans l'eau sans nourriture, elles vivaient beaucoup plus longtemps. Et que deux espèces aussi différentes l'une de l'autre puissent vivre bien plus longtemps dans l'eau par rapport à un environnement riche en nutriments, c'était surprenant. Ça m'est toujours resté en tête. Ce que Longo a observé sur les animaux, il commence à le confirmer aujourd'hui sur l'être humain. Lorsque le corps n'est plus nourri de l'extérieur, il semble se mettre dans un état de veille qui favorise la régénération. Le jeûne a probablement toujours représenté une façon de faire une remise à zéro parce qu'il active des procédés régénératifs tant dans les cellules qu'au niveau de l'organisme. Concrètement, le jeûne va éliminer des composants abîmés dans la cellule et dans les organes. Il va permettre de régénérer les cellules souches, il va aussi activer des mécanismes intracellulaires, et ensuite, quand on recommence à se nourrir, il y a toute la phase de reconstruction. Un des phénomènes dont nous parle Walter Longo s'appelle autophagie. Auto veut dire soi, phagie, manger. L'autophagie, c'est donc se manger soi-même. Nos cellules le font continuellement, chacune à son rythme. Mais en situation de jeûne, quand la cellule sent qu'elle n'a plus de nutriments venant de l'extérieur, le phénomène s'intensifie. L'autophagie est un mécanisme par lequel les cellules se nettoient elles-mêmes en digérant certaines parties inutiles de leur organisme, comme si elles faisaient leur poubelle. L'autophagie débute par la formation d'une membrane dans le cytoplasme de la cellule. Cette sorte d'enveloppe, appelée autophagosome, se forme autour de molécules et de structures cellulaires endommagées. Cet autophagosome, c'est un peu le camion poubelle de la cellule. Une fois formé, il va transporter sa cargaison vers un lysosome, avec qui il va fusionner. Le lysosome, disons la centrale de tri des déchets, dégrade alors ces ordures et les recycle en briques élémentaires qui sont ensuite restituées à la cellule. L'autophagie fonctionne donc un peu comme un système de recyclage pour nos cellules. Brigitte Galliot étudie beaucoup ce phénomène sur l'hydre d'eau douce. L'hydre est ce petit animal qu'on trouve dans les étangs. Il est connu pour sa longévité exceptionnelle. Dans son laboratoire à Genève, la chercheuse nous montre la différence entre des hydres régulièrement alimentés et d'autres qui jeûnent. Là, on a des animaux qui sont nourris 4 fois par semaine et qui ont mangé hier. Donc vous voyez qu'ils sont grands, bien orange, parce qu'on leur donne à manger des petites crevettes. Puis vous voyez aussi que vous avez beaucoup d'animaux qui bourgeonnent. Alors là, ce sont des hydres qui sont de la même espèce. Et vous voyez tout de suite qu'elles sont beaucoup plus blanches. C'est des hydres qui n'ont pas mangé depuis 18 jours. Les tentacules sont longs, sont beaux. L'animal, vous voyez, quand on le touche, il se contracte, il est très réactif. Donc il est en pleine forme. Les animaux sont plus petits, un peu plus fins, ils arrêtent de bourgeonner, mais ils survivent extrêmement bien à plusieurs semaines de jeûne. La clé de cette résistance semble justement être la capacité de l'hydre à induire beaucoup d'autophagie. Là,
résiderait un des secrets de son étonnante longévité. Ce mécanisme d'autophagie ne s'active pas pleinement si la cellule n'est jamais privée de nourriture, chez l'hydre comme chez l'homme. On fait tous de l'autophagie, tous les jours, sauf si on mange tout le temps. Voilà, si on mange tout le temps, eh bien nos cellules n'ont jamais l'opportunité d'activer ou d'accélérer ce flux qui est tellement nécessaire à la santé de notre organisme en fait. Passer par des périodes d'autophagie régulièrement, relativement prolongées, ça a l'air d'être un bénéfice, ça maintient les personnes en bonne santé et ça empêche l'apparition, en tout cas chez les animaux de laboratoire comme les rats, les souris, le diabète, les maladies cardiovasculaires et les maladies neurodégénératives. Donc ça a beaucoup de bénéfices. Chez l'homme, c'est beaucoup plus compliqué et il faut introduire d'autres dimensions, d'autres paramètres qui sont par exemple la sédentarité ou l'activité physique. Donc c'est assez complexe. Ce qui a changé récemment dans notre évolution, c'est qu'en plus d'être sédentaires, nous consommons de la nourriture de mauvaise qualité et de manière continue. Le jeûne permettrait ainsi de retrouver des périodes de pause. Une personne de 18 ans qui fait du sport tous les jours et se nourrit essentiellement de poissons, probablement qu'elle n'aurait jamais besoin de jeûner. Mais ce n'est pas le cas pour les 90 à 95% des gens, parce que nous sommes sédentaires et nous avons des maladies liées à notre mauvaise alimentation. Le corps commence du coup à ne plus fonctionner correctement. Alors dans ce cas, le jeûne prolongé sert un peu à tout remettre en ordre. C'est ce style de vie délétère qui pousse les personnes victimes des maladies de la sédentarité et de la surabondance vers le jeûne. Changer ses habitudes alimentaires est très difficile. En clinique, l'encadrement les aide. Diego vient du Mexique, un pays où 1 adulte sur 3 est obèse. Le Mexique est passé d'être un pays qui s'alimentait avec une alimentation sans graisse et très balancée, avec un peu de viande de temps en temps. Maintenant, tous les Mexicains sont au Burger King et à Kentucky Fried Chicken. Alors, le résultat, c'est que nous avons maintenant le numéro 1 de prix d'obésité mondiale. Et la cause numéro 1 de mort au Mexique est le diabète type 2. Et c'est ça aussi qui est très déterrant dans mon cas, parce que ça commence avec la metformine et un petit médicament, etc., mais ça finit avec les amputations et l'insuline, des injections tous les jours, et puis ça marche pas non plus, alors on a une jambe en moins, un bras en moins, et ça c'est vraiment absolument, ça me terrifie l'idée. Donc ça me motive à jeûner. Good morning, Mr. Gallardo. Good morning. How are you? Good morning. Please come with me. Okay. Depuis 2005, Diego vient régulièrement jeûner en clinique. Maintenir les bénéfices du jeûne reste un défi. Après avoir stabilisé son poids, un accident l'a immobilisé de longs mois, ce qui a réenclenché le cercle vicieux de l'obésité et du diabète. Il espère normaliser son taux de sucre et perdre du poids grâce à des jeûnes prolongés. Les 3 dernières fois, j'ai fait 3 semaines. 3 semaines, j'aurais pu continuer un peu plus, mais je suis toujours les indications de la docteure et voir selon ce que j'ai besoin. Moi, mon problème, c'est la graisse abdominale. Et pour la graisse abdominale, c'est le jeûne qui est le plus effectif. Et c'est mon cas, c'est ce qui me cause à moi et à tout le monde la diabète type 2. Et donc, c'est l'ennemi numéro 1, c'est la graisse abdominale. Yeah. Okay, so enjoy it. Thank you very much, doctor. Okay. Could you turn off the light maybe afterwards? Okay, thank you very much. When we have too much abdominal fat, quand on a trop de graisse abdominale, les acides gras vont dans le foie et dans les muscles et bloquent les récepteurs à insuline. Quand ces récepteurs sont bloqués, le sucre reste à l'extérieur des cellules. Donc davantage d'insuline est produite, le récepteur est toujours bloqué, et alors les niveaux de sucre et d'insuline dans le sang vont rester élevés. Quand on jeûne, le sucre est pris pour produire de l'énergie, ce qui permet aux récepteurs
de redevenir actif. En d'autres termes, les niveaux d'insuline et de sucre baissent, le métabolisme se normalise. Après le jeûne, les personnes recommencent à manger lentement et on regarde comment le sucre réagit. Si le taux est bon, elles n'ont pas besoin de médicaments. Et quand le taux de sucre remonte, on redonne peu à peu des médicaments. Mais normalement, elles en ont moins besoin qu'avant. Quand les patients réalisent que tout est lié à leur mode de vie, ils sont motivés à changer d'alimentation et à faire de l'exercice. La clé, c'est changer son style de vie et manger moins. Le défi de Diego va être de ne pas reprendre les 20 kilos qu'il a déjà perdus. Ce résultat le motive à maintenir une alimentation saine après le jeûne. Maintenant, je suis depuis octobre à un niveau de sucre complètement normal, à 90, qui est même normal pour quelqu'un qui n'a pas de diabète. Et je n'ai même plus besoin de prendre la metformine, ni quoi que ce soit. Ça fait depuis octobre que je me gère à des niveaux normaux, simplement avec l'alimentation et un peu d'exercice. Pas trop, mais je marche 8 à 10 km par jour. C'est très effectif. Pour une population qui tend à l'obésité, remettre des périodes de jeûne avec tout le sens qu'il y a derrière, avec la dimension spirituelle, je pense que c'est parfaitement adapté à notre époque. Mais c'est évident que quelqu'un qui reviendrait dans ses habitudes antérieures à 100% reprendra toute sa pathologie à court ou moyen terme. Sa pathologie est ses kilos, car reprendre les mauvaises habitudes alimentaires entre deux jeûnes, c'est l'assurance d'enclencher l'effet yo-yo, comme avec les régimes. Un séjour dans une clinique comme celle-ci, avec infrastructure et personnel médical, coûte environ 3 000 francs pour 10 jours. Mais pas besoin de casser sa tirelire pour jeûner. De nombreuses personnes le font seules ou en groupe avec un encadrement plus léger. Isabelle et ses 4 participants romans terminent leur randonnée du jour. Premières impressions après 2 heures de marche. Par là, donc là on va être en plein sur le sentier. On a vu qu'on s'essoufflait, oui. À la montée, on s'essouffle plus rapidement. Donc si on avait dû faire un dénivelé un peu plus conséquent, je pense que oui, on aurait été plus fatigué, très certainement. Mais sinon, là, c'était vraiment parfait ce qu'il fallait. On marche et puis on est bien, voilà. Pour les novices, les premiers jours sont souvent les plus difficiles. Même si elle est aujourd'hui une jeûneuse chevronnée, Isabelle ne garde pas un souvenir des plus agréables de sa première expérience. Dès le premier jour, la première randonnée, quand on est parti, je me suis sentie d'un seul coup super faible. En fait, j'ai fait une grosse hypoglycémie. Je suis même tombée inconsciente dehors pendant la rando. Et puis depuis là, je suis passée à l'eau toute la semaine parce que je supportais plus rien. Donc j'ai fait une première semaine entière à l'eau, dès le premier jour. Et puis je me suis beaucoup affaiblie en fait. Je me sentais assez faible tout le long de la semaine. Et le 6e jour, j'ai même pas pu faire la randonnée tellement j'étais faible. Et j'ai passé une journée dans l'herbe, sous un arbre, à attendre que le temps passe, en me disant que plus jamais je ferais ça. Santé. Pour de bon, là. Santé. À partir de là, j'ai eu un niveau d'énergie qui n'a fait que remonter. Et remonter de façon assez spectaculaire, très très vite. Et après, je me suis sentie tellement bien pendant des mois que là, je me suis dit, je suis prête à investir une semaine comme ça pour avoir après 10 mois vraiment fantastiques. L'expérience que j'ai eue moi-même pendant cette semaine-là, c'est une des pires que j'ai vues autour de moi chez d'autres jeûneurs. J'ai encore vu personne d'autre tomber inconscient, et il n'y a que moi. Puis des gens qui étaient à ce point affaiblis, j'en ai vu passer quelques-uns, mais c'est pas souvent à ce point-là, En résumé, suivre un jeûne de quelques jours quand on est en bonne santé, ce n'est vraiment pas très risqué. Mais les maux de tête peuvent être assez violents au début. Se priver de manger est contre-indiqué pour les enfants, les femmes enceintes, en cas de perte musculaire ou de troubles alimentaires. Les travaux de Walter Longon ont aussi incité des patients à jeûner ou réduire drastiquement la quantité d'aliments avant et pendant une chimiothérapie. Là encore, le corps médical reste prudent, même si petit à petit des données émergent qui montrent de possibles effets positifs.
Buongiorno Rossana, Buongiorno, come sta? tutto bene? Ho portato gli esami per vedere un po'. Grazie. Gli esami vanno bene. Come si sente lei? Tutto... Mi sento bene, continuo a mangiare poco, continuo a tenermi e insomma... Fa anche che attività adesso fisica? Faccio anche attività fisica, più che altro io cammino parecchio, cammino un'ora al giorno, almeno tutti i giorni, sì. Fai la chimioterapia per... À l'hôpital San Martino de Gênes, une étude clinique cherche à savoir si le jeûne peut aider les malades à mieux supporter leur chimiothérapie. La première étape doit assurer la faisabilité d'un tel régime. Aujourd'hui en rémission, Rossana Gianetti est la première patiente en Italie à avoir participé à cette recherche. Je suis venue au San Martino de Gênes quand on m'a découvert un cancer du sein. À partir de là, il a fallu être pris en charge, opéré. Ensuite, on m'a dit de faire une chimiothérapie et une radiothérapie. Et pendant la chimio, ils m'ont conseillé de faire ce régime. Et j'ai accepté parce que j'étais un peu en surpoids à l'époque. J'avais pris quelques kilos. Et je voyais ça comme un régime pour perdre du poids. Mais en fait, je devais le suivre pour me sentir bien pendant la chimiothérapie. Il peut paraître contre-intuitif de faire jeûner un patient qui va subir une chimiothérapie. Pourtant, Walter Longo a fait sensation en 2012 déjà, avec des résultats spectaculaires sur la souris. Sur ces images du laboratoire de Walter Longo, nous voyons des souris qui ont reçu de fortes doses de chimiothérapie. Ces spécimens, nourris normalement, sont mal en point. Seuls 35% environ ont survécu. Ces souris-là, en revanche, ont jeûné avant de recevoir le traitement. Elles semblent en bien meilleure forme. Pour nous expliquer le mécanisme à l'œuvre, Walter Longo nous propose une analogie où il compare jeûne et désert. Si tu entres dans un désert et que tu n'as pas d'eau, au moins tu dois te mettre à l'ombre, tu dois te protéger. Si tu ne le fais pas, c'est la mort assurée. Donc, en situation de jeûne, une cellule normale entre dans une sorte de pause et va ralentir son métabolisme. Elle attend le retour à une alimentation normale. La cellule cancéreuse, elle, est incapable de faire cela. Elle représente cet individu dans le désert qui continue de courir alors qu'il n'y a ni nourriture, ni ombre. En plus de l'absence de nutrition, un stress supplémentaire est ajouté aux cellules. La chimiothérapie, symbolisée ici par un soleil brûlant. Même en présence de la chimiothérapie, la cellule cancéreuse continue sa course. Et là, c'est évident que la course devient mortelle. Le jeûne renforcerait donc les cellules saines face à l'agression de la chimiothérapie, tout en affaiblissant les cellules cancéreuses, moins équipées pour faire face à l'absence de nutriments. Pour les êtres humains, le premier espoir est de parvenir à diminuer les effets secondaires d'une chimiothérapie. Première étape, démontrer la sécurité du jeûne pour le patient cancéreux. Mon travail est d'évaluer si les patients peuvent supporter le jeûne. L'une des principales préoccupations lors du traitement des patients cancéreux est qu'ils ne perdent pas de poids et surtout leur masse maigre, c'est-à-dire les muscles et l'os. Ces patients ont besoin de rester forts. Ils ont besoin de rester robustes pendant qu'ils subissent des traitements. Un jeûne strict, à l'eau, peut être difficile à maintenir. Walter Longo et ses équipes ont donc mis au point une diète à faibles calories. Un régime calibré pour faire croire au corps qu'il jeûne, tout en lui apportant tout de même des nutriments. Rossana le suivait les jours précédant sa chimiothérapie. En tant que ligurienne habituée à la focaccia et au pesto, honnêtement, c'était dur parce qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas vraiment à mon goût. Il y a des sachets avec des soupes, à la tomate, aux champignons, à la courge. Il y avait aussi des espèces de barres énergétiques. Mon estomac avait l'habitude de manger. Je le dis en riant, mais je pouvais manger un frigo entier. J'avais l'habitude de remplir mon estomac. Les premiers jours, j'ai vraiment senti comme un trou. Puis l'estomac s'habitue.
L'équipe médicale continue de suivre Rossana. Cette diète semble l'avoir aidée à mieux supporter son traitement. Je n'ai jamais eu la nausée, je n'ai jamais été très mal. De toute façon, on ne se sent pas très bien parce que la chimio, c'est pas une promenade. Certains jours, on ne tient pas debout, on est plus faible. Mais au niveau de l'estomac, je me suis sentie bien. Et pour cette raison, je jeûnerai à nouveau. Qualche paziente ci dice che ha notato di tollerare Certains patients nous disent qu'ils tolèrent mieux la chimiothérapie quand ils jeûnent. Toutefois, je ne voudrais pas donner cette information parce qu'il s'agit de cas anecdotiques, de cas isolés. Il est clair que nous aimerions aussi voir d'autres effets positifs, comme un effet sur la maladie ou sur certains effets secondaires plus spécifiques. J'ai bon espoir que cela se produira à l'avenir. Io sono abbastanza ottimista che questo accadrà in futuro. Mi raccomando. Grazie mille di tutto. Ci mancherebbe. Grazie, alla prossima. Ciao. En Suisse, il n'y a pas d'études en cours sur le lien entre jeûne et cancer. Mais les médecins sont parfois confrontés à une demande de leurs patients. Aux hôpitaux universitaires de Genève, Mauro Friggeri suit de près les avancées dans la recherche. Quand un patient décide de jeûner, moi je vais pas l'empêcher et je vais le suivre en sachant que c'est ça. Peut-être je vais le déconseiller si je vois qu'il y a des contre-indications au fait qu'il jeûne. Et c'est pour ça que c'est important, consulter le médecin, disons qu'on parlait au médecin. Si on jeûne pendant la chimiothérapie, il faut en parler. Vous avez suivi des patients qui ont fait ce choix de jeûner? Oui. Vous avez constaté quoi? Mais qu'ils vont bien. Que c'est pas dangereux. Que moi j'ai l'impression que même c'est positif pour plusieurs aspects. Mais moi, je suis dans un cadre institutionnel et chez nous, on ne prescrit pas le jeûne. Donc, Est-ce que vous pensez qu'un jour, on le prescrira? Moi, je pense, pourquoi pas? Et quelque part, j'espère. Moi, je jeûnerai pendant une chimiothérapie. Si j'ai l'état qui me permet de faire ça, mais je jeûnerai. Pour l'instant, il n'est pas question de prescrire un jeûne ou un régime particulier, mais au moins d'accepter le choix du malade. Le corps médical s'ouvre lentement à mesure que des études cliniques confirment l'absence de danger et souvent une meilleure tolérance des chimios. À côté des jeûnes stricts de plusieurs jours, il existe une autre manière de contraindre le tube digestif à faire une pause, c'est le jeûne intermittent. Cette pratique est de plus en plus populaire, en particulier dans les pays anglo-saxons. De nombreux ouvrages et sites internet vantent les vertus du fasting. Après le réveil, c'est traditionnellement l'heure du petit déjeuner. À moins que vous ne vous apprêtiez à jeûner, comme Milena. Le jeûne intermittent, soit un jeûne de courte durée, compte de plus en plus d'adeptes. Certains choisissent de jeûner un jour entier par semaine, d'autres 2 jours. D'autres encore 1 jour sur 2. Milena, elle, pratique le 16-8. Elle laisse 16 heures de pause entre son dernier repas du soir et le premier du lendemain. Depuis 2 ans, elle attend donc midi sans autre aliment que du thé ou du café. Pour moi, c'est un mode de vie que j'ai commencé en 2016, en fait, par un peu un hasard. C'est-à-dire que je suis tombée sur des vidéos qui en parlaient beaucoup, surtout des vidéos américaines. Ça se connaissait pas trop ici. Et puis, au début, c'est vrai que ça m'a beaucoup interrogée, mais mon but surtout, c'était de découvrir une nouvelle façon de faire. Et puis, finalement, on va pas se mentir, c'est les effets de perte de poids, mais de graisse qui m'intéressent évidemment, comme tout le monde, j'imagine. Des meilleures digestions, ce qui était une grosse problématique pour moi à l'époque. Moins de fatigue, plus de concentration pendant la période de jeûne. Donc, surtout ça qui m'a intéressée au début. Yann a 69 ans. Comme Milena, il a adopté le jeûne 16-8 et se passe de petit déjeuner. J'ai dit ça à mes filles quand ils étaient petites. Il faut absolument prendre le petit déjeuner. C'est essentiel pour réussir la journée.
Mais il y a 4 ans, j'ai changé mes habitudes alimentaires. J'ai commencé de manger beaucoup moins de glucides. Et en même temps, sans vraiment prendre la décision, j'ai commencé à sauter le petit déjeuner. Le petit déjeuner est surtout glucides, pain, croissant, des choses comme ça, jus d'orange. Maintenant, j'ai plus d'énergie, je vois plus clair. Des fois, à la fin de la matinée, j'ai un petit creux, mais c'est normal. Hein. Mais c'est pas difficile. Ça vous empêche pas de faire de l'exercice? Non, pas du tout. Non, même ça m'encourage, je crois. Longtemps, Yann a essayé de suivre une alimentation qu'il croyait équilibrée en limitant les graisses. Cela ne l'a pas empêché de développer un surpoids. Quand je vois ces photos, je me gêne un peu parce que j'avais un ventre assez prominent. Mais à cette époque, je ne me rendais pas compte que j'avais un problème. Mais c'est évident maintenant que j'étais en surpoids. Je pesais presque 100 kilos et maintenant je suis à 80. Probablement, j'aurai le diabète aujourd'hui. Ouais. Quand il en ressent le besoin, Yann n'hésite pas à prolonger son jeûne intermittent de 24, voire 40 heures. Son épouse, Adelina, avait déjà l'habitude de ne pas déjeuner par manque d'appétit le matin. Elle n'a donc eu aucun problème à s'adapter au régime de son mari. Là, j'étais très contente qu'il perde du poids parce que ça m'inquiétait. Parce que je savais aussi qu'il était prédiabétique et que s'il continuait, ça pouvait être des problèmes. L'abondance de nourriture est relativement récente pour notre espèce. Elle cause de nombreuses maladies liées au surpoids. Le jeûne intermittent est parfois vu comme une manière simple de limiter les calories. Une solution qui ne peut pas être généralisée. Lucie Favre déconseille le jeûne aux personnes souffrant de troubles alimentaires. Elle plaide pour un rapport plus raisonné à l'alimentation. Aujourd'hui, on vit dans un environnement où on a un accès permanent à la nourriture, il y a une offre très importante et la plupart du temps, on va manger parce que c'est l'heure de manger, parce que c'est la pause midi, parce que des collègues vont manger, mais on ne va pas manger en fonction de ses sensations. Et ça, c'est dommage et c'est quelque chose auquel on devrait tenter de revenir parce que c'est le seul moyen qui nous permette d'avoir un contrôle lorsque l'offre alimentaire est si importante. Longtemps, le petit déjeuner a été présenté comme le repas le plus important de la journée. N'est-il pas dangereux de s'en passer ? C'est dépendant de l'activité, des habitudes de chacun. Si les gens n'ont pas de sensation de faim le matin, il n'est pas nécessaire de leur proposer de manger à tout prix. Il est peut-être préférable qu'ils attendent d'avoir une sensation de faim un peu plus tard dans la matinée, prendre une collation, ou si certains n'ont pas de sensation de faim du tout, attendre leur repas du midi et à ce moment-là, manger en pleine conscience et en fonction des sensations. Je pense que je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps, que je me rends plus compte en fait, si c'est de la vraie faim, ou bien si c'est de la faim parce qu'il y a des croissants sur la table et puis que mon collègue m'en a amené et puis qu'il me dit « mange des croissants, c'est très bien ». Ça, je sais que c'est de l'envie. Et je pense que la vraie faim, en fait, on l'apprend. Et vraiment, je pense que sans tester le jeûne, c'est difficile de l'expliquer. Mais ça vient assez rapidement de sentir quand on a vraiment faim. Mais certaines personnes, affamées, pourraient se jeter sur la nourriture et manger trop vite. Ça n'est le cas ni de Milena, ni de Yann, qui maîtrise mieux son appétit grâce au jeûne intermittent. Vous n'aviez pas trop faim? Pas maintenant. Je dois arrêter maintenant. J'ai mangé assez, même si je suis tenté parce que c'est si délicieux, mais je n'ai pas la place. Oui, je trouve aussi que les envies de manger entre les repas diminuent. De toute façon, quand on mangeait beaucoup, on avait encore envie de manger plus. On s'est rendu compte que De nombreuses personnes, à l'instar de Milena, ont découvert les bienfaits supposés du jeûne intermittent via Internet. qui mangeaient moins, ils vivaient plus longtemps, jusqu'à 40% plus longtemps.
Pour vous dire, c'est comme si nous, on vivait jusqu'à 115 ans. Mais quel rapport avec le jeûne intermittent? J'y viens. Beaucoup d'informations, mais beaucoup de simplification surtout. On promet longévité, prévention du cancer, augmentation de l'autophagie. La majorité des études est menée sur des animaux. L'être humain est plus complexe qu'une souris en cage. Cela dit, il semble être bénéfique à notre organisme d'espacer les Donc à ce repas. moment-là, quand vous commencez à jeûner, forcément vous allez perdre du poids. Forcément, vous allez perdre de la graisse. Nous l'avons vu lors du jeûne prolongé, le corps épuise ses réserves de sucre et consomme alors ses graisses. C'est la cétose. Mais est-ce déjà le cas lorsqu'on ne jeûne que 16 heures? Pour le découvrir, nous avons fait venir Milena et Yann à Zurich, où une expérience sur la cétose est en cours. La veille au soir, ils ont mangé un repas léger, du poulet avec de la salade. Repas terminé à 20 heures. Après une nuit de sommeil, rendez-vous à 8 heures à Jeun, dans les locaux de l'École polytechnique fédérale. Il s'agit en gros d'un tube ouvert à l'extrémité. Vous allez expirer à travers et nous allons essayer d'identifier l'acétone qui est l'indicateur pour la combustion de la graisse. Les chercheurs ont mis au point un capteur permettant de mesurer la cétose à travers l'haleine. Lors d'une étude sur 20 participants, ils ont été surpris de constater de grandes différences entre les individus. Une activité physique à jeun accélère également le changement de métabolisme. L'équipe a accepté de reproduire son test pour nous. Milena va faire 1h30 de vélo, Yann restera au repos. Première surprise, leur taux de corps cétonique mesuré ce matin était différent de ceux observés chez des personnes ne pratiquant pas le jeûne intermittent. Ils ont commencé à des niveaux 5 fois plus élevés que ce que nous avions pu observer. Je me demande si leurs taux peuvent encore augmenter avec l'exercice ou s'ils vont rester plus ou moins constants. Se passer de petit déjeuner à long terme semble habituer le corps à entrer en cétose. Mais c'est une privation qui ne convient pas à tous. Comme la plupart des régimes, le jeûne intermittent n'est pas un régime miracle, mais il peut aider à perdre du poids. Ce qui est important, c'est que les gens puissent intégrer ces régimes à leur mode de vie. Si vous ne pouvez pas suivre cette diète sur une longue période, alors je ne la recommanderais pas. Il est difficile de donner des conseils plus spécifiques concernant la durée idéale du jeûne intermittent. Les changements dans le métabolisme qui se produisent pendant le jeûne varient d'une personne à l'autre. Ils dépendent de beaucoup de facteurs comme l'âge, le sexe, le régime alimentaire des jours précédents. Nous ne pouvons donc pas vraiment dire quel est l'intervalle de temps idéal pour un jeûne intermittent. Voilà pourquoi il est important de pouvoir surveiller son métabolisme. Après près de 18 heures de jeûne et 7 mesures chacun, c'est le moment de découvrir les résultats. Comme vous pouvez voir, le taux d'acétone dans la laine de Milena a bien augmenté pendant l'exercice et aussi durant le repos. Il est ensuite resté à un niveau assez élevé. Celui de Yann n'a presque pas changé. Les deux ont donc brûlé des graisses ce matin. Ce test montre l'impact de l'exercice physique. Ce que je n'ai pas montré ici, c'est que vous avez tous les deux commencé à des niveaux assez hauts. Sans doute un effet du jeûne intermittent. Votre point de départ était plus élevé en comparaison avec des personnes qui ne jeûnent pas. Et vous dites aussi suivre un régime évitant les glucides, le pain et les pâtes, et cela joue peut-être un rôle. Pour moi, ça a été extrêmement intéressant et très facile. Et j'ai apprécié le café à la fin. Je pense que beaucoup d'indices montrent qu'il est important d'avoir des pauses entre les repas. Nous avons beaucoup de données provenant d'études sur les animaux. Nous en avons quelques-unes aussi sur les humains.
Mais il y a également l'idée que nos ancêtres préhistoriques vivaient ainsi. Ils n'avaient pas toujours beaucoup de nourriture disponible. Ils devaient chasser pour se nourrir et avaient ensuite des périodes de jeûne. Notre métabolisme est vraiment adapté à ces situations plutôt qu'à la configuration où nous mangeons tout le temps, comme c'est le cas dans les sociétés modernes. Andreas Güntner et son équipe travaillent sur une version portable de leur technologie pour permettre à chacun de mesurer facilement son degré de cétose nutritionnelle par l'haleine. Le jeûne intermittent est plutôt un mode de vie au long cours qu'un régime passager. Le risque, c'est de reprendre le poids perdu ou de voir les bénéfices s'évaporer si on arrête. L'idéal est de suivre le rythme circadien et de profiter du repos nocturne pour rester au minimum 12 heures d'affilée sans manger, entre 20h et 8h du matin par exemple. Essayez de calculer combien de temps vous laissez entre la dernière bouchée du soir et le petit déjeuner. C'est souvent moins de 12 heures. Du coup, certains adeptes du fasting sautent le repas du soir ou celui du matin.